architecture vraiment monumentale apparaît en Mésopotamie au 35e, 34e siècle avant notre ère. C'est à peu près le moment où est inventée l'écriture, à peu près. Il y a une architecture importante déjà antérieure, mais on atteint ici ce qu'on peut appeler une architecture monumentale. Des bâtiments qui font 80 mètres de long ou 100 mètres de long, totalement inédits antérieurement. Les élites se distinguent par cette architecture et par l'utilisation de l'écriture. Uruk est la première cité-État. Peuplée de 40 000 habitants, sa superficie s'étalait au milieu du 4e millénaire sur presque 400 hectares. Une véritable mégalopole, aussi grande qu'Athènes à son apogée 3000 ans après. Avec la brique et la maîtrise de l'eau, les Mésopotamiens ont posé leurs fondations. Avec la ville et l'écriture, ils ont fait entrer l'humanité dans ce qu'on appelle l'histoire. Les différentes équipes qui ont répondu à l'appel de Jawad sont dispersées dans tout l'Irak. Alors que les sites de Borsippa, près de Babylone, et de Rinis dans le nord sont scannés, Jawad rejoint l'équipe de l'archéologue Sébastien Ray du British Museum à Girsou. Girsou n'était qu'un village jusqu'à la construction, au 3e millénaire, d'un vaste réseau de canaux qui le reliait au Tigre. Ces grands travaux ont permis d'en faire une ville ambitieuse et dynamique qui se dota d'un ouvrage de génie civil incroyablement moderne. Nous sommes ici devant un des monuments les plus importants de Tello, de Girsou. Un monument qui a été fouillé donc, par les missions françaises, Genouillac et Parot, de 1929 jusqu'en 1933. C'est un monument énigmatique. Il s'agit en vérité du plus ancien pont connu de l'histoire. Voilà, là c'est pour vous donner une sorte d'idée de la monumentalité de l'édifice. C'est assez impressionnant ça, voilà. Donc, et toujours le problème récurrent en Mésopotamie, comme vous voyez, le sillon destructeur. Ça c'est la plaie des sites de briques en Mésopotamie. Ça c'est intéressant, dans une inscription, on a exactement le nombre de briques et la quantité de bitume qui ont été utilisés pour la restauration du pont sous les rois d'Our. Donc c'est vraiment des informations intéressantes. Et ce sont les tablettes qui nous donnent ces renseignements. L'aspect un peu symbolique, c'est qu'évidemment, restaurer un pont en Irak, après cette phase de chaos total, qui ne date pas que de Daesh, il faut comprendre que l'Irak c'est 30 ans de chaos, de guerre, et donc cette idée-là de restaurer ce pont, alors évidemment, il y a tout l'aspect, la technologie, la formation des archéologues, mais symboliquement c'est puissant. C'est le symbole que l'Irak a besoin. C'est ce pont de Girsou. En Europe, les données numériques sont récupérées. Les sites sont modélisés et les artefacts reconstitués en 3 dimensions. Le musée virtuel de Jawad, son arche de Noé numérique, commence à prendre forme. Pendant ce temps, Philippe Quesnay et Abdoulamir Al-Hamdani se rendent sur le site d'Our. Our est avec Uruk la plus importante cité-État mésopotamienne avant l'essor de Babylone. Elle symbolise l'incarnation d'un pouvoir capable d'asseoir son autorité sur des dizaines de milliers de citadins. C'est grâce à la découverte des tombes royales d'Our que nous disposons aujourd'hui de renseignements majeurs sur l'organisation politique des cités-États. On marche sous une voûte vieille de 5000 ans. L'exhumation de ces tombeaux par Léonard Woolley en 1925 est une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Les bijoux et objets d'art qu'on y a trouvés sont les attributs d'une classe sociale supérieure. Ces élites se distinguaient par le luxe.
Mais c'est surtout dans l'organisation spatiale de la cité que le pouvoir exprime sa puissance. Si la ville conserve le principe d'une enceinte qui la sépare symboliquement de la nature, comme à Uruk, une deuxième enceinte, à l'intérieur même de la cité, délimite ici l'espace du pouvoir. À l'intérieur même de la ville, il faut distinguer deux niveaux de construction. Ce qu'on appelle la ville basse et la ville haute. En ville basse, surtout des quartiers d'habitation populaires. Après avoir traversé ces quartiers d'habitation, on devait pouvoir commencer à deviner la ville haute, ce qu'on appelle l'acropole. Elle surplombe la ville, elle est bâtie sur une gigantesque plateforme. Sur cette terrasse, on a deux ensembles principaux. D'une part, le trésor des rois d'Ur, leur palais, et de l'autre côté, le complexe religieux du dieu Lune, le dieu Nahana. On assemble le pouvoir religieux et le pouvoir, disons, royal, temporel. Et tout ça est au même endroit. Restaurée au milieu du XXe siècle, la ziggurat d'Ur incarne une nouvelle étape, la monarchie de droit divin, un pouvoir humain qui se réclame de l'autorité des dieux. Si on remonte le temps et qu'on repasse au début du 5e millénaire, quand on avait encore des communautés villageoises, le pouvoir, il était représenté par un homme, peut-être, que tout le monde connaissait. Mais au fur et à mesure de la complexification de la société, ces villages vont s'agrandir, le nombre des habitants va grossir, et à partir de ce moment-là, le pouvoir doit gagner en abstraction. Le message qui est véhiculé à l'ensemble de la population, qui évidemment n'est pas lettré, il est véhiculé par l'architecture. Et cette acropole, c'est vraiment une mise en scène du pouvoir à l'échelle impériale. La ziggurat, c'est une invention politique géniale qui va synthétiser l'idéologie politique qui est élaborée à ce moment-là pour justifier le nouvel ordre des choses. Les Sumériens vont en couvrir les grandes cités du sud et ce monument va perdurer tout au long de l'histoire mésopotamienne. Les ziggourats sont les fiers emblèmes des cités-États sumériennes. Au tournant du 2e millénaire avant notre ère, toutes vont tomber sous le joug d'une nouvelle ambition de puissance, celle de l'Empire. Pendant toutes ces périodes-là, il n'y a pas encore d'unification politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État territorial supra-urbain. Et puis, c'est la création d'un personnage absolument génial, Sargon d'Akkad, qui, par la force, crée une nouvelle entité territoriale. Sargon d'Akkad a été le premier à créer un empire aussi grand dans l'Antiquité. Le roi avait le désir de régner sur le monde et le cosmos. C'est ce qu'il dit explicitement dans ses inscriptions. Il y avait donc ici l'idée d'un empire tout-puissant. C'est peut-être la première fois qu'une telle ambition a été clairement formulée. Sargon est le premier grand homme de l'histoire. Ce parvenu, ce fils de rien, d'origine sémite et non sumérienne, leva une armée et fonda une nouvelle ville, Akkad, sa capitale, dans laquelle il bâtit une immense ziggurat. Son règne débuta 23 siècles avant notre ère et sonnera l'avènement d'une idéologie expansionniste qui consiste à soumettre les peuples environnants par la force pour dépasser les frontières étriquées des cités-États. Sous son règne, la technologie militaire évolue. Les chars sont inventés, l'archerie se perfectionne. Scènes de guerre, stèles de victoire, glorification du roi. Avec Sargon et ses successeurs, l'iconographie royale se divinise. Sur cette représentation, Naram-Sin, le petit-fils de Sargon, porte la tiare à cornes, jusque-là réservée aux dieux. Naram-Sin s'est fagoté le titre, non pas de roi d'Akkadé, mais de dieu d'Akkadé.
Naram-Sin a fabriqué cette pseudo-divinisation pour renforcer son pouvoir et, manifestement ça a marché, intimider ses adversaires. Je pense qu'en me mettant dans l'état d'esprit des gens de l'époque, quand des soldats voient en face d'eux un dieu vivant marcher contre eux, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font demi-tour et ils fichent le camp. Et c'est ce qui a dû arriver. D'après les textes mésopotamiens. C'est lui, par son non-respect des dieux, qui a provoqué la destruction de son empire, chose impensable, tellement l'empire était puissant et tellement l'empire avait inventé les fondements idéologiques et politiques de son existence. L'empire d'Akkad, premier pouvoir à unifier sous une même autorité plusieurs cités-États, ne dura qu'un siècle à peine. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Que reste-t-il de sa capitale au cœur de laquelle Sargon fit bâtir une immense ziggourate? Elle n'a jamais été retrouvée et nourrit l'imagination des archéologues qui espèrent un jour en découvrir les vestiges et les trésors. Akkad, retournée à la poussière dans le désert irakien, symboliserait-elle la punition divine contre ces hommes qui se prenaient pour des dieux? Ou, plus prosaïquement, l'inévitable chute des despotes? En avril 2017, un an après le début de sa mission de sauvegarde, Jawad peut enfin gagner Mossoul, dont une partie vient d'être reprise aux combattants de Daesh. Accompagné par l'armée irakienne, Jawad se rend sur l'esplanade de la mosquée qui surplombe la ville. Selon la tradition, elle abritait la tombe du prophète biblique Jonas, avant que Daesh, dans sa lutte contre toute forme d'idolâtrie, ne dynamite le site et n'en interdise l'accès. C'est avec l'aide d'un enfant, habitant tout près de la colline, que Jawad découvre ce qu'elle cachait. من هنا وذاك التانكي عن الكرد رايحين نجيب غاز وما نشوف رايح فجر النبي يونس وقلنا والله بعدين رحنا على واحد يمنا غادي بتشو لقيناه وشغل التلفزيون وما اشوف الا النبي يونس تفجر فجروا وبعدين قاموا يحفرون نفقات ما اقول لك رسمين نسوان واكو تماثيل جو كل شيء بس ما فتنا لي الأخير خاف فتنا مو غادي طلعنا من هنا وين ما تريد تفوت هذاك وانا فوق الغادي شايل لايت امشي امشي شوف يلا يلا هاي منا منا من أنا فتى؟ شو تعال منا Jawad découvre un réseau de tunnels inextricables. Daesh les utilisait comme cache. La rumeur prétendait que le tombeau du prophète Jonas avait été construit ici pour y cacher quelque chose. Nous savons désormais que c'est le palais disparu d'Assaradon, grand souverain assyrien qui régna sur l'ensemble de la Mésopotamie au 7e siècle avant notre ère. Il a été pillé par Daesh. Le temps joue contre Jawad et l'ensemble de la communauté scientifique. Les tunnels menacent de s'effondrer. Des techniciens français entament une longue numérisation des souterrains et des artefacts. Le relevé permettra de conserver et d'analyser dans le monde entier cette miraculeuse découverte. Elle est où la sortie? Nien, venez, on sort par ici. Jaco, c'est plein de boue. La partie est de la ville, tout juste libérée, commence à reprendre vie. Mais la vieille ville, à l'ouest du Tigre, est encore aux mains de Daesh. Le musée se trouve sur la ligne de front, cible privilégiée des tirs de snipers.
il a été dévasté par l'État islamique. La destruction de Mossoul est bien sûr imputable à Daesh, qui s'en est emparé. Mais les bombes qui ont rasé la vieille ville ont été lâchées par la coalition internationale. Jawad parvient à obtenir une interview avec le général Najim al-Joubouri, qui vient de libérer la partie est de la ville. Avant de me rendre sur le site de Nimrod, j'ai vu à la télévision les images tournées par Daesh, détruisant nos vestiges à coups de masse et de pioches. C'était un spectacle désolant. Mon cœur s'est mis à saigner. À l'époque, je voulais les déchiqueter avec mes ongles et mes dents. Leur brutalité n'a pas d'égal dans l'histoire. Personne ne s'est jamais rendu coupable de tels actes barbares en presque 6000 ans d'histoire irakienne. Daesh légitime ses actes de destruction en se référant aux épisodes iconoclastes de la tradition islamique, dans lesquels Abraham, père des 3 religions monothéistes, se confronte au roi Nemrod. Les idoles détruites par Abraham étaient celles que Nemrod a utilisées pour maintenir l'unité politique de son empire. Nemrod a refusé de les renier, car cela impliquait d'abandonner le pouvoir bâti grâce à elle. Cet épisode de la destruction des idoles est donc l'histoire du pouvoir politique d'un côté et de l'allégeance et de la soumission à Dieu de l'autre. Il s'agit de savoir si on se soumet à un pouvoir politique, à un pouvoir humain, ou bien si on se soumet à Dieu. C'est en Mésopotamie qu'a émergé le pouvoir impérial, un pouvoir centralisé qui s'impose sur des territoires immenses et sur des peuples aux cultures différentes. Avec l'impérialisme, naîtra aussi le cosmopolitisme. Des cultures se mélangent, des récits mythologiques et religieux se confrontent. Sur la colline du prophète Jonas, les Irakiens de toutes origines se rejoignent et bravent les interdits imposés par Daesh. Un instant s'il vous plaît. On va descendre. Il va y avoir des tirs de mortier. Daesh s'apprête à nous attaquer. D'accord, on descend. Les peuples d'Irak, berceau de cette civilisation multiculturelle, peinent encore aujourd'hui à trouver une destinée commune. L'archéologue kurde Jamal Jamil en fait l'expérience contemporaine alors qu'il poursuit son inventaire sur les sites assyriens dès leur libération par l'armée irakienne et les Peshmerga, les combattants kurdes. C'est le restaurant Peshmerga? Font-ils la cuisine? Bonjour. Bonjour frère, ça va? Entre les parpaings brisés et les barres de fer tordues, on aperçoit çà et là des morceaux de pierre finement sculptés, parfois même des signes cunéiformes. Nous sommes à Khorsabad, la cité fondée par Sargon II il y a 2700 ans et qui est aujourd'hui sous le contrôle des Peshmerga, ceux-là même qui ont chassé Daesh. Ici, hier comme aujourd'hui, les frontières sont soumises au mouvement de troupes incessants. Dans un village voisin, les habitants commencent à rentrer chez eux malgré la présence d'explosifs.
qui est cette maison-là? Elle a été détruite par un avion ou par une bombe? Ce sont mes voisins. C'est Daesh qui a fait ça? Je vous jure, je ne sais pas. C'est peut-être à cause d'un avion ou bien une explosion, je sais pas. Mais quand on voit ça, on pourrait penser que c'est qu'une maison. Mais en fait, il y en a une, deux, trois maisons. 3 maisons? Oui, il y avait 3 maisons. 3 maisons toutes détruites. Oui, oui. Celle à l'arrière aussi. Ah, les maisons à l'arrière ont été détruites aussi. Oui. Notre village, il était tranquille. Nous étions tous des Shabaks. Quel est le peuple? Aux chrétiens et musulmans sunnites et chiites s'ajoutent les Shabaks, les Kurdes, les Turkmènes et les Yézidis. Si la diversité culturelle est aujourd'hui encore symbolisée par Babylone et sa légendaire tour de Babel, c'est à Nippur qu'est née l'université. Un lieu d'effervescence intellectuelle, attisé et nourri par ce mélange de religion et de culture. Jawad est accueilli sur le site de Nippur par le professeur Abbas Alizadeh de l'Institut oriental de Chicago. Pour le professeur américain, cosmopolitisme rime avec savoir et science. Nous nous trouvons actuellement au milieu de la grande tranchée où a été découvert le quartier des Scribes, qui abritait beaucoup de maisons, des ruelles étroites et d'autres plus larges, des impasses, de grandes et de petites maisons. Mais dans certaines de ces zones résidentielles, ils ont aussi trouvé des milliers de tablettes. Des tablettes littéraires, des tablettes de comptabilité, des textes de présage, toutes sortes de tablettes ont été trouvées ici. On peut vraiment comparer cet endroit à une de nos grandes universités, comme la Sorbonne, Harvard ou l'université de Chicago. Les érudits se réunissaient ici pour servir le temple. Ils étaient, par leur niveau d'éducation, la crème de la société. C'est ici que fut inventée la coudée de Nippur, une règle graduée, le plus ancien étalon de mesure de longueur. Toutes les mesures jusqu'à l'Antiquité romaine en seront issues. C'est également ici qu'une ville fut cartographiée pour la première fois à l'échelle réelle. Une tablette datée de 1500 avant Jésus-Christ représente l'Euphrate et les canaux qui acheminent ses eaux dans la ville. La cité fut un centre de production intellectuelle dont sortiront des normes scientifiques qui ont transformé notre rapport à l'espace, mais aussi au temps. À Nippur, sur de nombreuses tablettes, nous avons découvert une réalisation scientifique et culturelle très importante des Mésopotamiens. C'est le système de numérotation sexagésimale basé sur 60. Encore aujourd'hui, nous utilisons ce système pour le calcul du temps. Nous divisons l'heure en 60 minutes et la minute en 60 secondes. Il s'applique aussi à la mesure d'angle. Nous avons 360 degrés et en astronomie, 1 degré se compose de 60 minutes d'arc et 1 minute d'arc se compose de 60 secondes d'arc. Ce sont des procédés techniques qui nous viennent de Nippur et qui nous ont été transmis par les Grecs de Babylone. La révolution scientifique de ce système de mesure ne consiste pas simplement à diviser le temps en unités régulières, mais également à relier cette mesure au mouvement des astres dans le ciel. À Nippur naissent les fondements de l'astronomie. L'introduction du système sexagésimal, mais aussi la création d'un calendrier uniforme adopté par d'autres villes, étaient les conditions requises pour que différentes personnes, différents groupes de population puissent vivre ensemble à grande échelle. On peut voir cela comme des conditions fondamentales à la création d'un État multiculturel, un État cosmopolite. Vous savez, dans la Bible, il est dit que Dieu, dans sa colère, a fait que tout le monde parle des langues différentes. Il y a quelque chose à retenir de tout ça, car cela signifie qu'à Babylone, les gens parlaient diverses langues.
Il y avait des Perses, des Scythes, des Akkadiens, des Sémites de Syrie. Tous vivaient ensemble, mais parlaient des langues différentes. Tout cela renvoie à la malédiction infligée par Dieu à la tour de Babel. Ils se sont mis à parler des langues différentes et à ne plus se comprendre les uns les autres. C'est une vision qui ne repose pas sur une réalité historique d'une part, et d'autre part qui ne tient pas compte d'un élément qui, à nos yeux aujourd'hui, est quelque chose d'important et qui jouait aussi pour les anciens, c'est-à-dire la richesse finalement qu'il y a à avoir des langues différentes, même si pour la communication, ça peut en effet poser des problèmes. Ça arrive, je sais pas, j'ai envoyé tous par email, c'est le même dossier. Écoute, je sais pas comment faire, je vais essayer. J'espère que je vais réussir, mais... J'arrive pas à le faire. Mais... Écoute, c'est difficile pour moi de le faire. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Envoyer, bah... Parle-moi en français quand même. Envoyez, voilà. On raconte que lors du 70e anniversaire de Victor Hugo, des ambassadeurs du monde entier sont venus rendre hommage au grand poète. Lorsque l'ambassadeur anglais se présente, Victor Hugo dit « L'Angleterre, ah, Shakespeare ». Quand l'ambassadeur allemand se présente, « Ah, Goethe ». C'est au tour de l'ambassadeur espagnol. « Ah, Cervantes ». Et puis, un homme annoncé comme l'ambassadeur de Mésopotamie s'avance. Victor Hugo a un moment d'hésitation. Puis, son visage s'illumine. Mésopotamie. L'humanité. Alors que Jawad s'apprête à achever sa mission de sauvegarde à Babylone, il est informé que le site d'Atra, dans la province de Ninive, vient d'être repris à l'État islamique par les combattants chiites de la mobilisation populaire. Atra fut la capitale du premier royaume arabe, héritier des cultures mésopotamiennes, perses et romaines. La cité atteignit son apogée entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Avec peu d'espoir, Jawad est le premier à se rendre sur le site pour témoigner de ce qu'il en reste. Au grand soulagement de l'écrivain, si l'ensemble des statues a disparu, l'essentiel des structures architecturales est toujours là. Alerté de sa présence sur le site, le chef de la tribu locale vient à la rencontre de Jawad pour le remercier de sa venue et échanger sur cette cicatrice encore béante. Pendant plus de 3 ans, je suis passé par toutes les villes d'Irak. J'ai visité tous les sites archéologiques pour trouver un moyen de les sauver de la destruction, des dommages et de la négligence.
Je voulais savoir comment vous avez vécu l'expérience de l'occupation par l'État islamique. Et j'aimerais avoir votre témoignage. Comment avez-vous fait face à cet événement tragique? Cet événement tragique m'a rempli d'amertume. Quand Daesh est arrivé, c'était comme avaler du venin de scorpion. Aucun mot ne peut décrire ce qu'ils nous ont fait subir. Ils ont bafoué nos mœurs, discrédité toutes les religions, dénigré toutes les doctrines. Puis, ils ont voulu nous empêcher de témoigner de cela. Et ils sont venus pour détruire. Ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient. Mais la raison pour laquelle ce site n'a pas été anéanti, c'est qu'il était leur refuge. Les avions ne pouvaient pas les bombarder, car c'était une zone d'exclusion aérienne internationale. Ils en ont fait leur caserne où ils se regroupaient. Ils y ont installé leurs entrepôts. Après les avoir kidnappés, ils emprisonnaient ici les civils jusqu'à leur exécution. Vous voyez les impacts de balles là-haut? Eh bien, dès qu'ils voyaient des images ou des textes anciens, ils ne montaient même pas. Ils leur tiraient dessus. Les habitants entendaient le bruit des tirs pendant la journée. Ils utilisaient des scies électriques et des masses pour les briser. Alors que Jawad poursuit la visite du site, il parvient à s'engouffrer par une porte dérobée. Il trouve une cache de Daesh où gisent, brisées à même le sol, des sculptures vieilles de presque 2000 ans. Ces statues, même partiellement détruites, étaient probablement destinées au marché noir pour financer l'État islamique. Le temps lui est compté. Il sait que les sculptures doivent être numérisées afin de permettre un inventaire des plus détaillés. L'équipe de Jawad numérise le site d'Atra, dont l'architecture témoigne de ce pont civilisationnel entre les cultures de la Mésopotamie et de la Méditerranée. Après plusieurs mois de voyage à travers l'Irak, Jawad peut prendre la route de Babylone, sa ville natale, pour achever sa mission de sauvegarde numérique. Les destructions qu'il a constatées au fil de son voyage ont fait naître chez lui un nouveau rêve. Offrir aux Irakiens et au monde une reconstitution virtuelle réaliste de la ziggourate de Babylone, la légendaire tour de Babel. Babylone est la ville dont le nom restera à jamais associé à celui de Mésopotamie. Après les cités-États sumériennes, les empires akkadiens et assyriens, c'est ici que la civilisation qui vit le jour dans les marais connut ses plus beaux feux. On y trouve des enceintes comme à Uruk, des temples et des universités comme à Nippur, des palais aussi majestueux que ceux de Nimroud et Khorsabad, et un pont gigantesque sur l'Euphrate comme à Girsou. Tout y était plus grand, plus somptueux. Jusqu'à sa chute en 539 avant Jésus-Christ et l'avènement de l'Empire perse, la domination de Babylone porte une ambition hégémonique plus vaste encore que les empires assyriens auxquels elle succède. Pour les Babyloniens, leur capitale n'est plus seulement celle d'un empire, mais celle du monde. Sur la toute première carte mondiale qui nous soit parvenue, et qui représente tous les peuples connus habitant la Terre, Babylone est au centre. Et le centre du centre, c'est sa ziggourate. L'une des ziggourates, celle de Babylone, porte un nom, Eitemen Anki, la maison du fondement du ciel et de la terre. Pour les Babyloniens, la tour de Babel était une structure essentielle pour la stabilité du cosmos. C'était le complexe du temple du dieu Marduk, qu'il considérait comme le roi du cosmos, le roi des dieux, mais aussi le roi des hommes. Le temple construit au dernier étage de la tour de Babel lui est dédié. Marduk, le roi des dieux du Panthéon, le dieu de Babylone, s'incarne dans Jupiter,
l'un des 7 astres errants qu'on appellera plus tard les planètes. Chacun représente un des grands dieux qui formeront les 7 jours de la semaine. Ce temple était l'endroit où les astronomes effectuaient tous les jours leurs recherches, observant le ciel et procédant à divers calculs. Nous nous rendons compte aujourd'hui qu'ils ont développé des méthodes de prévision très complexes, fondées en partie sur des procédés mathématiques savants. Ils ont ainsi calculé et modélisé le mouvement de Jupiter. Cette façon très moderne de calculer le mouvement de façon géométrique n'a été utilisée que 1400 ans plus tard, au Moyen Âge. Le spectacle fabuleux du mouvement des astres dans la nuit devient un objet de connaissance. L'astronomie, née en Mésopotamie, témoigne de cette volonté humaine de traduire les phénomènes naturels en événements prévisibles. Alors que Jawad scanne les griffons de Babylone, ces chimères croisant l'aigle et le lion, Salam Harba, intellectuel babylonien engagé pour la préservation du patrimoine, lui rend visite. Babylone est restée une icône de la connaissance, le lieu où les mythes, les épopées et les religions se sont formés. C'est pourquoi nous disons que Babylone est une terre sainte. De là, de cet endroit, l'homme a inventé la lettre et le mot, le savoir, les sciences. Il y a toujours des efforts merveilleux pour faire revivre cette cité, mais aussi des tentatives pour la détruire. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe en or, remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était inscrit, un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. En été des années 1920, la nappe phréatique a diminué. Les archéologues allemands en ont découvert dans un carré rempli de roseaux la base d'un monument entièrement en briques. Ce qui était apparu comme un pur mythe apparaît maintenant comme une réalité. Dans l'imaginaire occidental, on avait tendance à reconstituer cette tour de Babel sur un plan circulaire. Cette représentation-là, elle vient soit d'une comparaison avec le Colisée de Rome, soit avec le minaret de la mosquée de Samarra. En fait, la ziggourate était bien de plan carré. On a retrouvé assez récemment une tablette dans une collection privée assoyenne avec une description et avec un dessin de la ziggourate et avec le plan du temple du sommet. Cette représentation unique de la tour confirmerait les mesures énigmatiques fournies par une tablette, découverte au XIXe siècle et jusqu'ici sujette à controverse, la tablette de l'Esagil. 3 fois 60 est la longueur. 3 fois 60 est la largeur. Les dimensions sont donc 3 fois 3 égale 9, 9 fois 2 égale 18. La base de l'Etemenanki est donc: la hauteur est égale à la longueur et à la largeur. Que le sage initié montre ceci à l'initié, que le non-initié ne le voit pas. On peut imaginer pour la ziggourate de Babylone que, suivant la main-d'œuvre qui était à disposition, un an de travail pour la construire, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc c'était essentiellement le problème de quelle quantité de spécialistes on avait à disposition. Je pense des maîtres maçons et des architectes, puisqu'il y avait une ingénierie quand même très très complexe pour des bâtiments de cette ampleur. On a pu calculer la quantité de briques qui était nécessaire à la construction. On est arrivé à un total de 36 millions de briques. Alors avec les nouvelles reconstitutions, c'est probablement encore un petit peu plus. La tour de Babel pouvait-elle mesurer 90 mètres de haut, tout en étant construite en briques?
l'ambition de ces Babyloniens qui voulaient toucher le ciel semble se heurter à un argument de poids, les lois de la physique. Ce qui pose problème, c'est que une tour à étage de 90 mètres de côté, c'est un monument qui ne peut pas tenir debout. Nous savons qu'elle n'a jamais tenu longtemps, qu'elle a fait l'objet de réparations ou de reconstruction. Pour savoir si des ziggourats pouvaient atteindre de telles proportions, Jawad rejoint le site d'Akerkouf. Cette ziggourate, qui a plus de 3500 ans, était à cette époque la plus haute jamais construite. Il n'en reste aujourd'hui qu'un noyau de 57 mètres, rongé par l'érosion, qui semble défier les lois de la pesanteur. La ziggourate d'Akerkouf est construite géométriquement grâce à un calcul mathématique précis. On y trouve de l'argile, des roseaux et de la paille. Tout est mélangé sous forme de couches, calculé grâce à une méthode mathématique infaillible. La preuve des bénéfices de cette méthode architecturale, c'est que la ziggourate a survécu au temps. À mesure que l'on construisait, on ajoutait des lits et des couches de roseaux, de telle sorte à tenter de maintenir à l'horizontale un certain nombre d'éléments répétitifs dans la tour, de telle sorte aussi à ce que l'ensemble puisse bouger sans s'effondrer. Cette superposition de nattes de roseaux, d'argile et de paille pourrait être la formule qui permet de résoudre l'équation qu'on croyait jusqu'ici insoluble de la tour de Babel. Ce roseau, il a plus de 2000 ans. De l'argile et du roseau. Voici les ingrédients avec lesquels, des premières structures construites dans les marais jusqu'à la tour de Babel, les Mésopotamiens n'ont eu de cesse de hisser la terre jusqu'aux portes des étoiles. La mission de Jawad aura duré 3 ans. Un grand nombre de sites, inaccessibles depuis longtemps, ont été filmés et topographiés. Plusieurs dizaines d'objets ont été scannés et reconstitués virtuellement en 3 dimensions. Grâce aux éléments collectés tout au long du voyage de Jawad, l'image de la plus célèbre des ziggourats, la tour de Babel, peut enfin être recréée. Sa base carrée, ses murs faits de briques et de glaçures, ses 7 terrasses couronnées par le temple de Marduk. Son élévation symbolise la volonté des hommes de bâtir ensemble.